chronique portant sur l'investissement réalisé lors du 11 mars de l'année 2026. Donc, d'entrée de jeu, je vous dis que l'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Investir comporte des risques et il est important de faire des recherches de manière autonome pour vérifier les informations qui vont être abordées dans le cadre de cet enregistrement. Tout d'abord, je veux vous mentionner que le fonds négocié en bourse WAR, qui veut dire guerre en anglais, pourquoi j'en parle? C'est que depuis un peu plus d'une semaine, les États-Unis ont attaqué l'Iran et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de missiles qui sont envoyés dans les airs au Moyen-Orient. Et j'étais curieux de voir si ça allait avoir un impact significatif, à savoir est-ce qu'il allait avoir une montée parabolique par rapport à la valeur de ce fonds négocié en bourse qui se rapporte aux entreprises liées à la guerre, c'est-à-dire de technologie, d'aérospatiale et de défense américaine. Et si on regarde puis la valeur du fonds par rapport à un an, pas vraiment, il n'y a pas eu une montée parabolique. Mais c'est un dossier à suivre. C'est juste à des fins de curiosité que j'en parle. Sinon, bien, sur Internet, dans le domaine de l'investissement, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur YouTube par rapport à des influenceurs. Récemment, j'ai écouté les deux animateurs de l'émission sur YouTube Investi. Donc, c'est des chroniques qui portent sur les actions d'entreprise, l'évaluation qu'ils en font. Puis, c'est tout le temps avec une touche d'humour. Et puis, il parlait par rapport à l'entreprise Microsoft, donc entreprise qui font des logiciels là, et qui a beaucoup de poids là, par rapport au Nasdaq 100, là, entre autres, là, naturellement. Là, c'est une des plus grandes entreprises capitalisées aux États-Unis. Que l'entreprise, la valeur de l'action est baissière, en fait. Elle a baissé beaucoup dans les derniers mois. D'autres influenceurs et des gens aussi sur Facebook ont fait le même constat, dont Alex Demers qui mentionnait que récemment, il en avait acheté des actions de Microsoft. Donc, un autre influenceur que je vais voir ses vidéos. Et il expliquait que par rapport à ça, l'explication qui fait que l'action a baissé, c'est que par rapport à l'entreprise Microsoft, eh bien, elle a plus dépensé qu'a eu de revenus par rapport au dernier trimestre. Tout simplement, puis là, il y a des investisseurs qui s'inquiètent, mais en même temps, ils investissent pour le développement de l'entreprise. Donc, dans l'optique d'aller chercher plus de profit. Fait que moi, ça ne m'inquiète pas. Donc, j'ai vu là une opportunité d'acheter des actions reliées à Microsoft. Je n'ai pas acheté des actions à 404 $ américains. Je me suis contenté d'acheter des actions liées au produit Harvest à 8,67, mais qui répliquent en tant que fonds négocié en bourse avec option d'achat les fluctuations de l'entreprise Microsoft, donc avec un effet de levier de 0,25 de prix, puis avec des revenus passifs à chaque mois. Dans le cas-ci, c'est 16 sous par mois par rapport à une action qui vaut 8,67, ce qui fait un revenu annuel de 22,15% en termes de revenus passifs, ce qui est bien. Donc, j'ai pris ça un petit peu pour m'amuser. Quand on regarde Microsoft sur un an, on voit qu'il y a une grosse... l'année passée, c'est sûr que la plupart des entreprises de la technologie, au mois d'avril de l'année passée, avaient baissé beaucoup. Après ça, il y a une remontée, mais après ça, il y a une baisse plus significative que si on regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur un an là, par rapport au Nasdaq. Le Nasdaq a stagné, tandis que l'action de Microsoft a baissé davantage. Et c'est sûr qu'il y a des gens sur Internet qui voient là, une fenêtre d'opportunité pour acheter une action d'un titre de qualité, ce que certains appellent le blue chip, qui peut potentiellement monter. Donc aujourd'hui, j'en ai acheté pour une petite somme là, par rapport à MSHE-C pour m'amuser. Puis peut-être je les vais les revendre un peu plus tard parce que là, je vais avoir des influenceurs dans le domaine d'investissement. Bon, il y a une couple de semaines, il y en a beaucoup qui parlaient de Netflix. Donc, l'entreprise qui se rapporte
la diffusion là, de films sur Internet, de séries TV que les gens peuvent s'abonner. Et que le titre avait beaucoup baissé quand on a regardé ça dans les derniers mois. Puis après ça, il y a eu la remontée récemment. Tout simplement parce que ils ont Netflix finalement dans le fond ils n'achèteront pas en fait la compagnie, c'est parce que là c'est écrit en anglais, il faut que je fasse des efforts, mais c'est que dans le fond ils vont pas racheter Warner Bros. Puis là, ça a comme rassuré les investisseurs parce que ça a coûté plusieurs milliards de dollars là, d'acheter une autre entreprise. Puis là, vu que ça ne s'est pas confirmé la transaction, bien, le titre aurait augmenté. Mais ça aurait pu être n'importe quoi, en fait. Moi, ce que j'avais l'impression que c'était juste une question que le titre allait remonter. Fait que j'en avais acheté une certaine quantité. En Norvège, ici, il est dans la liste NFLY. Puis là, j'ai revendu avec un profit. Donc récemment, après avoir fait cet achat-là. Puis c'est la même chose que j'ai l'intention de faire avec Microsoft. Présentement, la façon que je vois les choses, c'est qu'il peut y avoir des opportunités par rapport à certains titres technologiques parce que le Nasdaq Star, depuis plusieurs semaines, dans le fond, si vous regardez ici, là, ça stagne. Là. Et comme les États-Unis continuent de s'endetter, eh bien, l'un des facteurs qui amène la valorisation avec le temps des différents indices comme SP500 et Nasdaq 100 se rapportant aux entreprises américaines, c'est la dette américaine. Et pour vous dire quoi, ben, il y a la productivité, c'est sûr, des entreprises, mais combiné à la dévaluation monétaire liée à l'inflation monétaire qui fait en sorte que tout coûte plus cher. Mais tout coûte plus cher, c'est la nourriture quand on va manger au restaurant, mais c'est aussi les maisons et également la valeur des actions. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps avec le Nasdaq reparte à la hausse. En fait, ce qui peut aider par rapport à ça, naturellement, c'est une baisse du taux d'intérêt dans les prochains mois. Mais pour moi, je vois ça un petit peu comme une fatalité. Le jour que les États-Unis ne s'endetteront plus massivement par rapport à des titres technologiques, la valeur de l'once d'or, la valeur de l'once d'argent, donc des valeurs refuges, etc., là, les choses pourraient changer. Mais tant qu'aux États-Unis, on fonctionne avec la planche à billets qui est là, la création monétaire gigantesque de déficit en imprimant, je dis imprimer, mais le vrai nom, c'est de créer de l'argent, parce que l'essentiel de l'argent qui existe est électronique à partir de rien. C'est ce qui fait que tout a tendance à être à la hausse. Donc, pour en revenir à ce que je fais avec Microsoft, ma conviction, c'est que naturellement, l'action de l'entreprise va se valoriser probablement dans les prochains mois. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ben, je vendrai avec du profit. Mais mon objectif, c'est sûr que je vise plus, c'est par rapport au titre HHIS que je parle souvent dans mes vidéos, qui donne une moyenne de 30% de rendement. Donc, vivre avec un revenu passif de 30% à vie, je trouve ça quand même intéressant. Qu'une action spécifique, parce qu'une action spécifique, c'est beaucoup plus risqué qu'un fonds qui comporte 19 actions. Puis là, c'est tout le temps voir si le jeu en vaut la chandelle, parce que je suis un petit peu réticent à prendre le fonds se rapportant à l'entreprise Microsoft, MSHE, parce qu'il donne 22,15 pour une entreprise, tandis que l'autre, ça rapporte à 19 entreprises différentes, puis ça donne 30%. Donc, si je n'ai pas un bénéfice plus grand à prendre plus de risques, donc ça ne me donne pas plus de revenus à chaque mois, pourquoi le faire? Ben là, c'est parce que il peut y avoir une hausse de la valeur du titre du corollaire, c'est-à-dire du titre d'entreprise Microsoft qui augmente, puis là, peut-être je vais aller chercher, disons, je regarde la baisse, bon, 19%, fait que moi j'ai l'impression qu'éventuellement il va reprendre ce qui était rendu au mois d'octobre, fait que peut-être aller chercher un 20% de rendement d'ici quelques mois ou un an, en revendant. Mais ça, c'est dans l'optique d'un scénario d'une reprise économique plus significative aux États-Unis, avec une baisse du taux d'intérêt. Mais bon, je m'amuse. En fait, j'ai trouvé, je pense, avec le temps, un petit peu mon équilibre. Aujourd'hui, j'ai acheté
du MSHE une certaine quantité d'argent, mais juste comme pour m'amuser. C'est sûr que l'essentiel de mon argent demeure plus dans des fonds comme HHIS que ça. Pourquoi? Ben, parce que dans le fond, ça fluctue, c'est plus risqué. Mais je trouve ça amusant de suivre certaines actions. Mais c'est plus à titre indicatif. Je me suis donné comme règle qu'il faut que ça représente moins de 10% de tous mes investissements là, par rapport à des actions spécifiques, mais qui peuvent avoir la possibilité de surperformer les types de fonds que je vais prendre, comme le fonds HHS que je fais allusion. Comme moi, je suis un investisseur depuis plusieurs mois de Tesla. En date d'aujourd'hui, vous voyez, 35,72% de rendement par année. Je suis très satisfait du rendement que ça me donne. Fait que quand on dit que l'entreprise Tesla puis les 7 magnifiques sont des usines à argent, pour reprendre l'expression de la frugaliste futée qui fait souvent des envois de messages sur Facebook, c'est vrai. En particulier, c'est des entreprises qui ont une grande croissance, mais en particulier quand on prend des fonds négociés en bourse par rapport à des entreprises comme par exemple Tesla qui est très volatile, ça donne un rendement quand même très intéressant là. Les gens qui doivent comprendre, c'est que vous pouvez commencer à investir, vous connaissez les rendements sur une petite échelle, mais à mesure qu'on augmente dans l'investissement, puis à mesure les rendements sont en proportion. Donc, quelqu'un qui prend du Tesla, par exemple, pour, dans le fond, 10 000 ça fait 3 572 par année. Mais quelqu'un qui en prend pour 100 000 ça représente dans le fond, 35 720 de revenus passifs par année qui sont distribués au total là, sur chaque mois. Puis quelqu'un qui réinvestit les dividendes reçus d'un mois à l'autre, avec l'effet boule de neige, c'est encore plus d'argent. Là. Il va aller chercher un pourcentage encore plus grand. Je l'avais déjà calculé avec l'intelligence artificielle. Quand HHIS donnait à peu près 24 de rendement, ça donnait à peu près 5% de plus en réinvestissant chacune des dividendes reçus sur un an pour aller chercher à peu près du 29% de rendement. Fait que c'est sûr que ça fluctue par contre à HHIS de ce que j'ai vu au fil des mois. Disons que ça peut varier entre 24 et 30% de rendement, peut-être une moyenne de 27%. Mais il y en a qui, comme par rapport à l'entreprise Tesla, ça se maintient pas mal à 35%, je vous dirais, au cours des derniers mois. Mais il n'y a rien qui est garanti. Là. C'est sûr que, quand je disais en introduction qu'investir comporte des risques, c'est que le revenu passif diminue. Comme les gens qui investissent par rapport à MSTE lié à l'entreprise Stratégie, qui avait des dividendes l'année passée de 60 sous par mois. Là, c'est rendu 15 sous par mois. Ça a baissé de 20 sous à 15 sous. Et tant que le Bitcoin qui est lié à ce titre-là est à la baisse, les revenus passifs vont sans doute baisser en proportion tant que le cycle du Bitcoin est à la baisse. Mais lorsqu'il va reprendre, on peut aller chercher des gros revenus naturellement là, liés à ça. Fait que ça, c'est intéressant à suivre. C'est sûr que pour mon ego, c'est un petit peu... pour éviter que je fasse des erreurs, il y a des fonds spécifiques qui soient trop coûteux. Parce que pour ce qui est d'investissement dans les métaux par rapport à l'or puis le métal argent, j'avais des fortes convictions qui m'ont amené disons, dans les dernières semaines à rentrer la force là-dedans. Peut-être un peu trop là, parce qu'il y a eu quand même des flash crash, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce qui fait que là, je suis un petit peu plus prudent. Je suis comme plus revenu à mes anciennes amours, là, c'est-à-dire les fonds indiciels comme ceux liés aux grandes entreprises technologiques comme HHIS. C'est pas un fonds indiciel qui reproduit le Nasdaq 100 ou SP500, c'est plus un fonds qui va aller chercher, disons, 19 entreprises essentiellement de technologie du Nasdaq 100. C'est un petit peu la crème de la crème, là, parce que Nasdaq 100 va le chercher parmi les entreprises les plus performantes sur le plan technologique, donc c'est un top 100. Puis dans le top 100, il y en a certaines qui performent encore plus que les autres. Prenons par exemple les 7 magnifiques comme Apple, ensuite Meta par rapport à Facebook, ensuite Tesla, etc. C'est un petit peu le principe de mettre l'emphase sur ce qui performe le plus.
C'est souvent corrélé avec le Nasdaq 100. Donc, si le Nasdaq 100 stagne, au niveau de la valeur du HHIS va stagner, et ainsi de suite. Sinon, ce que j'avais à dire, c'est que j'ai écouté récemment une vidéo de la chaîne YouTube Better Call Paul. C'est en anglais, mais le gars, il est très intéressant. Puis, s'il y a des gens qui écoutent la vidéo présente, qui, comme moi, vivez au Québec ou au Canada, mais ça s'adresse aux Canadiens par rapport au type de fonds que je parle. Le gars, il a fait une expérience depuis le mois de mai dernier où il a pris par rapport à entre 50 et 55 000 $ pour, dans le fond, aller chercher un revenu passif de 1 000 $ par mois. Fait que là, ça devient intéressant à étudier comme expérience. Puis là, on a tous les titres ici. Là. Il y a HHIS que je parle souvent dans mes vidéos. Il y a Biggie, MSTE que je parle souvent, ULT. Il y en a différents. Puis là, on voit l'évolution de son portefeuille. Mais le principe est quand même intéressant. C'est de dire qu'aujourd'hui, avec à peu près 50 000 $, il est possible d'aller chercher un revenu d'environ 1 000 $ par mois passif. Donc, la personne ne fait rien, elle achète des fonds qui donnent des revenus à chaque mois avec une certaine diversité de fonds pour que les revenus, ça soit dans l'optique, que ça soit soutenable à long terme. Donc, au lieu de se centrer juste sur une entreprise qui génère beaucoup de revenus, là, style Tesla que je parlais tantôt, oui, il en prend du Tesla, vous voyez, mais c'est pour 3 399. L'essentiel, c'est HHIS à peu près à 23 000 $. Donc, des fois, c'est intéressant. Ça donne des idées de portfolio. C'est sûr, je regarde souvent des vidéos, en fait, d'Adrian de Passive Income Investing. Mais lui, il gère à peu près 2 millions de dollars. Tandis que là, 50 000 $, c'est une gestion qui est moindre. Donc, c'est ça. Ça peut donner, dans certains cas, des idées d'investissement. Sinon, pour ce qui est l'évolution du taux d'intérêt qui me préoccupe parce que, dans le fond, il y a des sites Internet. Quand je dis taux d'intérêt, c'est par rapport aux États-Unis, lié à la Fédérale Réserve, qui a encore beaucoup d'influence aujourd'hui, en 2026. Il y a un site Internet qui va expliquer quand il y a des hausses de taux puis des baisses. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis l'année 2023, on est en mouvement baissier. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, la valeur du métal or augmente. Et là, on va voir dans les prochains mois, prochains jours, en fait, devrais-je dire, parce que il va y avoir par rapport au taux d'intérêt. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur Internet, on a beaucoup d'informations. Il suffit de faire de la recherche. C'est quand les dates de la prochaine réunion de la Fédérale Réserve aux États-Unis qui vise à ces rencontres à fixer la valeur du taux d'intérêt. Bon, ben, on peut voir que ça va aller au mois de mars. Donc, ça va être le 17 et 18 mars. Donc, ça va être la semaine prochaine. Et ce qui va arriver, c'est soit qu'ils vont dire qu'ils maintiennent le taux actuel, soit une baisse de taux ou une montée de taux. Puis là, ma curiosité, ça va être de voir dans le contexte de la guerre actuelle entre les États-Unis et l'Iran. C'est sûr que s'il y a une flambée de prix incroyable par rapport à la valeur du pétrole pour freiner l'inflation que ça va occasionner, ça se peut qu'ils montent le taux d'intérêt. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout là parce que la guerre, il faudrait que peut-être ça fasse plusieurs semaines ou plusieurs mois pour hausser le taux d'intérêt, là. Tandis que là, j'ai l'impression que vu qu'il y a beaucoup... il n'y a pas eu autant de création d'emplois que prévu. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont garder... Puis là, il y a la menace de la guerre qui risque d'augmenter l'inflation. En même temps, c'est un facteur qui justifierait une baisse de taux, là, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Il n'y a pas autant d'emplois que, dans le fond... qui aurait été souhaitable qu'il y en ait. Fait que tu as deux facteurs comme contradictoires. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être garder les taux comme qu'ils sont là. Avec Jérôme Powell. On verra bien la semaine prochaine qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est sûr que quand lui, il va partir donc au mois de mai, le 16 et 17 juin, si tout va bien, ils vont mettre dans le fond une nouvelle personne en poste en espérant que ce soit quelqu'un qui va faire baisser les taux d'intérêt. Ben, c'est sûr que je dis espérer. C'est par rapport à la nature des placements que j'ai fait dans cette optique-là. J'ai investi dans le métal argent, le métal rare, j'ai investi dans le Nasdaq 100,
Puis j'investis aussi dans des actifs liés aux crypto-monnaies. Fait que tout cet environnement-là, plus que le taux d'intérêt est bas, plus que ça lève. Fait que c'est sûr que c'est dans mon intérêt que ça baisse. Par contre, je suis conscient que c'est pas nécessairement avantageux pour tout le monde. Quelqu'un qui veut investir dans des obligations, une baisse de taux d'intérêt, ça représente pour lui moins de rendement. Donc, il y a toujours des pour et des contre à tout. Et ça va être un dossier à suivre, donc par rapport à ça. Puis sinon, par rapport à... Parce que, au fil de mes vidéos, j'ai parlé un petit peu de mon investissement par rapport au métal-argent. J'ai eu une conversation avec le robot conversationnel de ChatGPT, qu'on peut avoir accès gratuitement sur Internet, où j'y ai posé la question, quelle est la valeur du dollar américain par rapport à l'once d'argent transigée à la bourse de Shanghai aujourd'hui? Pourquoi Shanghai et non pas par rapport à la bourse du COMEX à New York? C'est que Shanghai, c'est en Chine et j'écoute des vidéos, entre autres, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Monnaie ennuyeuse. Mais ça peut vous rassurer, les vidéos ne sont pas ennuyeuses. Mais là, sont très répétitives là, quand même au fil du temps, qui expliquent un déséquilibre entre la valeur du métal argent transigé aux États-Unis et également en Chine. Et en questionnant ChatGPT, m'a parlé du déséquilibre, qui expliquait que des analyses récentes montrent, par exemple, des prix autour de 104 $ US l'once à Shanghai contre 94 $ US aux États-Unis dans certaines périodes récentes, soit une prime d'environ 10 $ US l'once. Donc, ça coûte plus cher à Shanghai, mais ça n'a pas encore... Ça fait plusieurs semaines que ça dure, là, voire des mois. Ça n'a pas d'impact aux États-Unis. Là, il explique l'intelligence artificielle que si le spot international est autour de 89 $ US, quand on va le voir, la fourchette typique à Shanghai peut être approximativement de 90 à 100 $ US par once Troy, selon la prime locale et le taux de change en dollars américains. Puis là, il explique la différence. Taxes et TVA en Chine de 13% pour le métal physique, restriction d'importation-exportation, forte demande physique locale, c'est ce qui est souvent question dans les vidéos auxquelles j'ai fait allusion dans des enregistrements présents que j'ai faits par rapport à la chaîne Monnaie ennuyeuse sur YouTube, où que les gens achètent du métal physique à Shanghai, tandis qu'aux États-Unis, c'est des contrats. Puis il y a une différence entre le marché physique et les futures. Futures, c'est un beau terme en anglais pour dire les contrats. Donc, ChatGPT confirme l'état du déséquilibre. Reste à voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Moi, j'ai toujours tendance à penser et à être optimiste que la réalité va rattraper l'argent papier, c'est-à-dire l'argent physique, la demande réelle liée au physique, qui est, à mon avis, la base, va rattraper la valeur des contrats, puis dans quoi j'ai investi, va pouvoir monter, puis éventuellement, je vais me sortir de ça pour passer à autre chose. Sinon, pour ce qui est du Bitcoin, j'ai trouvé intéressant l'image qu'a partagée Cointin Chapeau, qui est un influenceur sur YouTube par rapport au Bitcoin. Il a marqué « Gardez du BTC pour Bitcoin en bear market », donc bear market, marché baissier. Là, on voit une image que lorsque le Bitcoin est à 125 000 Américains, les gens font la file, ils veulent en acheter, tandis que lorsqu'il est à 65 000 $, ce qui est arrivé récemment, il n'y a pas personne que ça intéresse. Pourquoi? L'effet de masse, psychologie des foules. Plus que ça monte, plus que les gens en veulent, mais quand il est en cycle baissier, les gens en veulent plus, puis ce qui contribue aussi, entre autres, au cycle baissier. Pour s'enrichir naturellement, c'est de fonctionner à contre-courant de la masse. Donc, les gens qui ont un esprit rebelle, qui sont capables d'accumuler du Bitcoin comme certaines personnes sur Internet, qui en accumulent. En fait, la période optimale d'accumulation s'en vient. Là, on est au mois de mars 2026. Puis là, le Bitcoin qui est alentour de 65 000, 70 000 US, à mon avis, on peut aller beaucoup plus bas dans les prochaines semaines, donc entre 50 000 et 30 000. Donc, j'attends le prix que j'estime juste pour du Bitcoin en cycle baissier.
Et je vais tomber plus en mode accumulation là, par rapport au Bitcoin ou MSTE, un peu comme Adrian qui en accumule régulièrement. Parce que ça va aller chercher beaucoup d'argent. Au MSTE que je parle, puis j'en parle souvent dans les vidéos, c'est pas pour le fun, c'est que ça peut aller chercher à peu près 50% de rendement. Donc, quelqu'un qui en cycle haussier, puis on parle d'un cycle haussier sur 3 ans, quelqu'un qui en mettrait pour à peu près 100 000 50%, ça représente 50 000 par année. Donc, puis l'action qui est baissée ici à 3,57 en cycle haussier peut atteindre 18 donc, elle peut monter pas mal. Elle peut faire des multiples, comme le Bitcoin qui fait des multiples. Dans le cycle précédent, il était à 15 000, puis il est monté à 125, pour être rigoureux, à 126 000 américains. Il y a sans doute des gros multiples aussi à venir. Donc, ça va être un dossier à suivre. Pour ce qui est de mes petites notes, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler dans le cadre de la capsule présente. Ah oui, je savais qu'il restait quelque chose. Je voulais parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'inflation. Parce qu'on va parler souvent de l'impact que peut avoir Donald Trump, qui fait de la pression sur la Fédérale Réserve pour faire baisser le taux d'intérêt. Et dans le fond, est-ce que le taux d'intérêt diminue en faisant des pressions sur Jérôme Powell? Mais il peut y avoir aussi l'intelligence artificielle qui diminue l'inflation et qui pourrait être un élément qui favorise une baisse du taux d'intérêt. Donc, pourquoi? Là, c'est une analyse intéressante de Michel Villa que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui a été fait. Il fait souvent des analyses intéressantes. En fait, ce qui est question, c'est que une hausse de 10% de la propension d'entreprises utilisant l'IA est associée à une diminution de l'inflation comprise entre 0,3 et 0,6%. L'effet demeure graduel, mais il est statistiquement robuste et cohérent avec l'hypothèse d'un choc positif d'offres. Gain de productivité, optimisation des processus et réduction des coûts unitaires exercent une pression structurelle à la baisse sur les prix. L'étude révèle également une dynamique sectorielle déterminante. L'impact des inflationnistes est plus marqué dans les services qui représentent environ 66% de l'économie européenne. Les secteurs intégrant l'automatisation cognitive, l'analyse de données et la numérisation des processus décisionnels semblent capter plus rapidement les gains de productivité que certaines branches manufacturières traditionnelles. Plus l'IA est intégrée en profondeur, plus les coûts marginaux diminuent. Donc, ce que ça veut dire, puis là, c'est dans le fond, en lien avec une étude publiée en décembre 2025 dans Economic Letters et retaillée dans l'infolette de Larry Swedroe, les chercheurs ont analysé l'impact de l'adoption de l'intelligence artificielle sur l'inflation des prix et la production dans 24 pays de l'Union européenne à partir de données sectorielles compilées par Eurostat pour l'année 2024. Donc, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle va amener des gains de productivité tellement importants qu'à ce moment-là, ça va coûter moins cher de produire des produits. Puis les employés aussi en entreprise, j'ai vu sur certaines vidéos qui expliquaient que ça va être des individus qui vont avoir une productivité améliorée avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ça va participer à ce qu'on va appeler à de la destruction créative. La destruction champoutérienne. J'ai de la difficulté à prononcer ce mot-là. Charles Gave parle souvent de ça, c'est-à-dire le boom déflationniste. C'est par rapport à Charles Gave, qui fait des vidéos sur YouTube là, depuis plusieurs années. Il travaille à partir des 4 cadrans de Brown. Le cadran qui est en bas sur la droite, c'est celui où les produits vont coûter de moins en moins cher. Ça va à l'encontre de l'inflation, d'où le terme déflationniste, à cause de la dimension de la productivité liée à l'intelligence artificielle. Ce qui est différent
de l'inflation qui peut être occasionnée, par exemple, par rapport à la hausse du coût du baril de pétrole, là. Donc, la hausse spectaculaire qu'on a vue dans les derniers jours, où le baril est passé en début de janvier 2026 d'à peu près 80 $ américains à 120 $ US pour retomber, je le regardais tantôt, il était aux alentours de 90 $ américains. Bon, ben c'est sûr que ça, c'est un élément qui peut créer de l'inflation, mais en même temps, en contrepartie, si l'intelligence artificielle crée de la déflation, ben ça se peut que les deux s'équilibrent à un certain niveau. Donc là, ça devient intéressant à prendre en considération. Je vais compléter donc l'enregistrement d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous partage un petit peu mes recherches que je fais sur le web. Écoutez, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.